c'est que parfait, c'est souvent pas fait, et que imparfait, c'est souvent un pas fait. Donc en fait, quand tu sais ça, l'imperfection, c'est un moyen d'avancer. Si on se dit qu'on veut faire 102 423 € la première année de son activité, il y a quelques points qui sont importants, mais tout le monde te dit exactement comment faire et te dit pas à l'opposé en fait qu'est-ce qui va te bloquer. Et en regardant ce qui va te bloquer et en essayant de l'enlever, et en essayant d'en prendre conscience, c'est plus facile de le faire. Et on a dit 122 423 € parce que 100 000, 6 chiffres, c'est à l'américaine et tout le monde s'en fout, et que 99 000, ce serait déprimant. Donc nous, on va aller faire 102 423 € en une année avec des trucs que j'ai racontés aujourd'hui. Moi, quand tu me dis faire plus de 100 000 €, j'imagine un système compliqué, des systèmes marketing complexes et tout. C'est quoi le premier blocage que je vais rencontrer? On veut toujours faire ultra compliqué parce qu'on veut s'inspirer des grandes entreprises, parce qu'on veut s'inspirer des Américains, parce qu'on veut s'inspirer de ce qu'on a vu sur Internet chez nos créateurs préférés. La vérité, c'est que c'est vrai pour 100 000, mais c'est vrai en fait jusqu'à 1 million. Une cible, une offre, un canal. C'est tout, pour faire 1 million. C'est suffisant dans le coaching et l'accompagnement. Dans les autres trucs, j'y connais rien, j'en sais rien. La plupart des gens, ils veulent faire compliqué, ils veulent lancer 17 offres, ils veulent faire 17 trucs, y avoir 9 systèmes, et 6 réseaux sociaux, machin. Tout simplement parce qu'ils savent pas améliorer ce qui est déjà là, et que c'est plus simple de complexifier, et que c'est plus complexe de simplifier. Faire simple, ça demande la confiance en soi, ça demande d'être sûr de ce qu'on fait, ça demande de travailler sur les mêmes trucs encore et encore, ça demande de laisser tomber le cycle de la dopamine, parce que c'est plus excitant de lancer une nouvelle offre que d'essayer de vendre un peu plus de l'offre existante. C'est pour ça qu'on complexifie, parce qu'on n'arrive pas à croire qu'on peut faire 1 million avec un truc tout simple. Et je l'ai fait, et d'autres que je connais l'ont fait, et si on peut faire 1 million avec un truc tout simple, alors on peut faire certainement 100 000 déjà avec ce même truc tout simple. C'est à quel moment parce que là vous avez plein d'offres aujourd'hui, j'ai l'impression. À quel moment On n'a pas tant d'offres que ça. On a 3-4 petites offres qui sont des choses qu'on a créées pour nos clients et qu'on a mis en vente comme ça, mais qu'on les pousse pas, elles font pas partie de notre écosystème, on s'en fout. On a principalement aujourd'hui 2 offres, Fast and Slow bronze et le Mastermind Fast and Slow au-dessus avec le niveau argent, niveau or. On a 2 offres. Alors que cette année, on va faire entre 2 et 3 millions, qu'on accompagne 250 clients par an, etc. Qu'on est 17 dans l'équipe. 2 offres. On a fait plus d'1 million sur une seule offre. Donc en fait non, on n'a pas tant d'offres que ça, c'est juste qu'on est partout, on fait beaucoup de sujets aujourd'hui et on est très présent dans l'écosystème, mais non, on n'a pas tellement d'offres en fait. Pour travailler avec nous, il n'y a qu'une ou 2 façons. Et ça, c'est quoi, toi, d'un point de vue du gestionnaire de l'entreprise, c'est quoi les bénéfices de ça par rapport à si tu essaies de diversifier Si j'ai qu'une seule offre, je peux la structurer pour qu'elle amène plus de résultats, pour que ces résultats puissent être amenés sans moi. Je peux créer des contenus qui vont durer 10 ans parce qu'ils apportent la même valeur au client 1 ou au client 1082. Et je peux structurer mon entreprise pour qu'elle prenne de moins en moins de temps. Je peux déléguer, je peux simplifier, je peux faire tout un tas de trucs et miser sur le volume pour être payé de plus en plus en travaillant de moins en moins et avec des clients de plus en plus heureux. Si j'ai 157 offres, je suis obligé de surdélivrer moi-même de par mon temps et mon énergie en permanence. Et donc je m'épuise. Et je pense que quand tu as 18 ans, tu peux te permettre d'aller jouer à t'épuiser. Moi, je vais en avoir 36, des gens dans l'audience en ont 50, 60 et plus. Quand tu as des enfants, une famille, etc., tu veux miser sur ce qui amène le plus de résultats à tes clients, le plus facilement, et le plus d'argent pour toi. Et en fait, avoir moins d'offres permet ça. Sur Internet ou même dans, par exemple, les masterminds, etc., on présente toujours plein de méthodes, des challenges, des machins, plein de trucs. Comment toi t'as fait pour pas être tenté? Parce que c'est tentant. C'est tentant de tester toutes ces méthodes comme les challenges, les webinaires live, tous ces trucs-là et les 17 000 réseaux sociaux et faire du TikTok, etc. C'est tentant parce que ça marche, faut pas oublier, hein, ces méthodes marchent, ça n'existerait plus, mais c'est fatigant. Et en fait, moi je suis un flemmard. Donc j'aime bien travailler fort sur les choses que j'aime, mais faire beaucoup de live et prendre des trucs qui font beaucoup d'énergie et que je vais devoir refaire avec le même temps, la même énergie toutes les semaines, tous les mois, etc. J'ai pas du tout envie de faire ça. Moi je cherche à travailler très dur sur des trucs et que ensuite ces trucs travaillent tout seuls. Ou alors je cherche à travailler pas dur du tout sur des trucs que je vais faire un peu tous les jours. Mais travailler très dur sur un truc que je vais devoir retravailler très dur toutes les semaines, c'est un mauvais deal pour moi en fait. Et encore une fois, ça me correspond à moi et à comment je suis. Peut-être que d'autres gens font autrement. Peut-être qu'il y en a qui aiment faire des challenges tous les mois ou des webinaires live toutes les semaines. Moi ça m'épuise. Soit je fais des petites choses simples qui prennent 30 minutes tous les jours, soit je fais des choses très difficiles mais qui ensuite qui travaillent sans moi. Et j'ai besoin de m'en occuper. Parce que moi, c'est comme ça que je conçois mon métier, en fait. Et c'est quoi, là, les trucs qui travaillent pour toi, que tu as mis en place? Le système de vente qu'on a aujourd'hui sur Fast and Slow, Bronze, sur le Mastermind, etc., c'est
du contenu organique et publicitaire qui amène vers un atelier où on donne énormément de valeur, qu'on a amélioré, mais qui tourne toute l'année tout seul. Cet atelier propose de nous avoir au téléphone pour recevoir de la valeur. On a squeezé le truc parce que tout le monde dit coaching gratuit, valeur, alors que c'est un appel de vente déguisé. Nous en fait, la vente se fait en 2 appels, donc le premier est vraiment un coaching, le deuxième éventuellement on pitch si on t'amène un appel. Mais tout ce processus se fait sans mon intervention en fait. Et toutes ces étapes, avec mon équipe, on a travaillé pour les améliorer encore, mais elles tournent toutes seules. Et ça c'est mon système automatique. Et à côté de ça, j'ai ma production de contenu organique avec la stratégie d'attraction, que j'utilise toujours, où un peu tous les jours, je produis des contenus qui prennent pas trop de temps, que j'aime bien faire, et qui eux aussi apportent des résultats. Mais ça me prend 30 minutes dans la journée. Donc ça, je continue à le faire aussi. Mais quelque chose qui serait entre les deux, qui me demanderait de bosser 1 mois sur un gros atelier, et que je dois délivrer en live toutes les semaines, l'enfer. Je préfère faire la sieste. Et ça t'a pris combien de temps à structurer un truc plus automatique? Si tu le fais seul, pour structurer une boîte d'accompagnement en 80% automatique, il va te falloir entre 1 et 5 ans. C'est dur, tu vas faire toutes les conneries de la Terre. Si tu te fais accompagner et que tu te bouges les fesses, il faudra, selon le niveau d'implication des gens et de leur vitesse d'exécution, entre 1 et 6 mois. Quelqu'un qui va prendre vraiment son temps mettra 6 mois au moins. Et après, ça c'est pour mettre en place tous les trucs, etc. et que ça commence à générer des premiers revenus et tout. Après, si on parle de sujets comme j'ai déjà traité, de à quelle vitesse on automatise une boîte qui fait 1 million, non, là tu comptes 1 à 4 ans. En fait, c'est se rendre compte que c'est très facile de faire 10 000. C'est pas trop compliqué de faire 100, mais après, au-delà de ça, au-delà de 100, 200 cas par an, le niveau de complexité est quand même crescendo, tu vois. Ça veut pas dire que tu travailles plus, hein. Ça veut dire que c'est plus aussi évident de le faire. Ça demande des réalisations personnelles et des mises en place marketing plus compliquées, et donc à 1 million, il y a déjà beaucoup moins de gens, ça prend beaucoup plus de temps, et à 10 millions, il y a encore moins de gens, ça prend encore plus de temps, quoi. Dans un post, là, tu cites 4 problèmes globalement qui bloquent vos clients, quoi. Manque de clarté, problème marketing, problème de posture, problème de mindset. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que... Le manque de clarté, c'est ce qui bloque le plus nos clients. Ils savent pas à qui ils vendent, ils savent pas exactement ce qu'ils vendent, et ils savent pas pourquoi est-ce que les gens ils devraient acheter. Et ils savent pas exactement comment ils vont aider ces gens-là. À partir de là, tu sais pas qui cibler, tu sais pas créer une offre irrésistible, tu sais pas faire du contenu qui donne envie d'acheter, et quand tu parles avec les gens, tu comprends pas vraiment ce qu'ils veulent et tu sais pas vraiment quoi leur donner. Tu vis en permanence dans une espèce de nuage de brouillard face à ta cible et ton offre et ce que tu fais vraiment comme métier, et donc c'est très difficile. Si tu as beaucoup de clarté sur qui tu accompagnes et comment, tu sais où les trouver, tu sais quoi leur proposer, tu sais quoi leur dire, tu sais à quelle vitesse ils auront des résultats, et tout devient beaucoup plus simple. Et en plus de ça, ça augmente ton niveau de certitude parce que tu es sûr de pouvoir les aider. Ça, c'est le problème le plus important, c'est le problème de clarté. Nous, c'est le premier qu'on résout. Comment tu lèves ce brouillard-là? Parce qu'au début, tu peux avoir l'impression de faire au pifomètre. En allant parler avec des gens dans ta cible, et en leur posant toute une série de questions que nous on donne à nos clients pour essayer de mieux les connaître et mieux les comprendre. Et ensuite, t'écoutes, c'est tout. Il faut parler à combien de personnes pour que ce soit pas déconnant ça dépend de la cohérence de tes réponses. Si tu parles à 5 personnes et qu'elles te donnent quasiment les mêmes réponses au mot près et que les 5 étaient dans ta cible, ça peut suffire. Si tu as des réponses qui partent un peu dans tous les sens, il peut en falloir 10, 15, 20, j'en sais rien, ça dépend en fait. Hein. Et puis, c'est pas d'abord tu fais les 20 et après tu fais quoi que ce soit. C'est en fait, tu parles à une, tu testes des trucs, tu parles à la deuxième, tu testes des trucs, tu parles à la troisième, tu testes des trucs. Toujours être dans l'action imparfaite. Il y a un truc que j'aime bien rappeler, c'est que parfait, c'est souvent pas fait. Et que imparfait, c'est souvent un pas fait. Donc en fait, quand tu sais ça, l'imperfection, c'est un moyen d'avancer. C'est un truc qui paralyse un peu les gens que tu observes. Il y a beaucoup de perfectionnisme chez nos clients, mais de manière générale, dans l'entrepreneuriat, il y a des gens qui veulent que tout soit propre, le logo parfait, le site bien aligné, qu'ils soient sûrs de leur clientèle cible, qu'ils aient parlé à 247 personnes. Oui, mais je suis encore en train de travailler sur mon offre. Le problème, c'est que tant que tu n'as pas parlé à des gens, tu sais pas. Tu sais pas. Si on prend l'époque où la voiture a été créée, il y a sûrement des mecs qui travaillaient depuis 3 ans sur comment mettre plus de chevaux sur les calèches. Et puis il y a un gars qui est arrivé, il a pondu une voiture et il a fait bon, voilà. Et tous ceux qui travaillent depuis 3 ans sur des chevaux plus rapides, ils sont niqués. Travailler tout seul sur des théories dans son coin ne sert à rien, tu sais jamais comment le marché va y répondre. Moi, des fois, j'ai lancé un truc à l'arrache en 1 seconde, c'était un best-seller absolu, et des fois, j'ai travaillé pendant 1 mois sur un truc et personne n'en a voulu. Et ça, tu ne le sais pas tant que t'es pas confronté au marché. Donc ça sert à rien de réfléchir, autant tester. Au-delà de la clarté, c'est quoi un peu les autres problèmes? On a parlé de... Ils ont souvent un problème marketing aussi. Il y a 2 aspects. Alors, il y a le marketing au niveau de comment tu l'interprètes. Alors que en fait, le marketing, c'est un cycle énergétique qui est censé être un cycle plutôt fermé. Tu viens, tu apportes de la valeur, du temps, de l'énergie. Ça crée de la valeur pour les autres, il y a de l'argent qui revient pour toi. Tant que tu comprends pas ça, de toute façon, tout est compliqué. Derrière, le marketing, c'est juste acquisition, conversion, et c'est tout.
En fait, c'est toucher plus de gens et les aider à avoir plus ta valeur, de façon manuelle ou automatique. La plupart des gens, aujourd'hui, ils comprennent pas ça, donc ils comprennent pas pourquoi ça vend pas. Si ça vend pas, c'est soit que tu parles pas assez de gens dans ta cible, soit que tu as déjà cramé tous les gens qui étaient dans ta cible et t'en as pas cherché de nouveaux, soit que t'es pas capable de les amener à passer de A vers B et d'avoir envie d'acheter, soit que ce que tu fais, ça les intéresse pas. Tes problèmes marketing. Comment tu donnes envie d'acheter aux gens? En répondant précisément à un besoin qu'ils ont, sans jamais leur dire ce qu'ils devraient vouloir, et en fait en t'adaptant à leurs demandes. Les gens savent très bien ce qu'ils veulent acheter, les gens savent très bien ce qu'ils veulent, ça sert à rien de leur pousser un truc qu'ils veulent pas, ça sert à rien de leur dire qu'ils ont tort, ça sert à rien de leur dire qu'ils comprennent pas, ils en ont rien à secouer, les gens veulent acheter ce qu'ils ont décidé d'acheter. Et si le marché aujourd'hui il a décidé qu'il voulait maigrir en mangeant du chocolat, ça sert à rien que tu vendes le dernier régime viking à la mode à base de brocolis, de bains glacés et de cardio. Les gens ils veulent que tu leur trouves une façon de maigrir en mangeant du chocolat. Et ben démerde-toi en tant que professionnel pour trouver ça et vends-leur ça. Et après, du coup, sur la posture, est-ce que tu as des clients qui ont l'impression de copier juste les autres, d'être La plupart des gens ils ont des problèmes de posture parce qu'ils ont l'impression d'être des copies de tous les autres, ils ont peur d'être invisibles, ils ont peur aussi d'être comme tout le monde donc, mais aussi ils sont dans une posture de demande en fait. Je prends toujours le parallèle avec la séduction. Vous êtes un garçon, une fille ou autre chose et vous êtes en train de séduire quelqu'un. Si vous baissez votre pantalon dans la rue alors que vous connaissez la personne depuis 1 minute, échec et mat. Si vous dites à la personne non, 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 t'inquiète, je veux juste être ton ami, échec et mat. Si vous dites à la personne oui, moi je suis vraiment une personne très différente, tu sais à quel point je suis différent, oh là là, regarde comme je suis différent, échec et mat. Prenez vraiment tous les comportements qu'on a dans le cadre professionnel, ramenez-les à j'ai 20 ans, je suis dans le cadre de séduction avec quelqu'un que j'essaie de pécho, et on se rend compte de toutes les aberrations en fait. D'ailleurs, je faisais toujours cette blague. La prospection, c'est le loup qui rentre dans la bergerie, qui a son pantalon aux chevilles, qui a une capote dans la main et qui dit non, non, t'inquiète, je veux être ton ami. Pour vraiment aider les gens, la bonne posture, c'est je suis un professionnel, j'ai quelque chose à vendre, je veux le vendre, pas forcément à toi en particulier. D'abord, je vais te poser des questions, je vais voir si je peux t'aider. Je vais voir si je peux t'apporter un peu de valeur pour créer de la relation, pour créer de la confiance, pour voir si t'es pas complètement cinglé et pour que toi tu puisses juger si je suis pas complètement cinglé non plus. Et une fois qu'on aura fini tout ce processus ensemble, si tu en fais la demande, je te présenterai ce que je fais, mon offre, combien elle coûte et comment je peux t'aider. Ça c'est une posture qui est saine en fait. Et ce serait l'équivalent, donc en séduction, de tranquille, on n'est pas obligé de se marier et de coucher ensemble tout de suite, hein. On peut juste aller boire un café dans un lieu public pour voir s'il n'y en a aucun de nous deux qui va essayer de tuer l'autre pendant son sommeil. Et c'est sain. Est-ce que toi, tu as des gens qui ont tout ça, mais en fait ça bloque parce que, je sais pas, mindset, rapport à l'argent, ils veulent pas vendre. Ce qui peut bloquer aussi, c'est j'ose pas proposer mon offre parce que j'ai l'impression que je dois sauver les gens avec mon don divin de gentil. Et si je vends, je suis méchant. Le problème, c'est qu'on se dit, vu que je suis coach dans l'accompagnement, ce que je fais, c'est moi. Et ce que je donne, c'est à un autre humain. Alors qu'en fait, c'est un contrat entre deux parties prenantes, en fait. Je suis une entreprise et je vends à quelqu'un un service, une valeur perçue, contre de l'argent. Est-ce que le primeur, il a des élans de culpabilité, de considération neuro-émotionnello-religieuse quand il vend des fraises à quelqu'un qui veut acheter des fraises? Bah non, en fait, il y a un contrat. Lui, il a des fraises, il vend des fraises, il y a une personne qui arrive, elle veut acheter des fraises, elle achète des fraises. Ensuite, la personne elle peut juger si c'était des fraises dégueulasses ou si elles étaient très bonnes. Mais lui, il a vendu des fraises, il a délivré des fraises. Votre coaching, c'est des fraises. C'est vous vendez un produit. Vous êtes une entreprise qui vend un produit. Quand on comprend ça, ça change le rapport au prix, ça change le rapport à la vente, ça change le rapport à l'autre, ça change les syndromes du sauveur, de l'imposteur et assimilé, ça change les problèmes de légitimité, etc. En fait, c'est de se rendre compte que je suis dans un contrat commercial entre deux parties. Il y a le fait de vouloir brûler les étapes, d'arrêter de penser ses offres en fonction de son compte en banque. On peut parler de ça si tu veux. Il y a un truc qui est important pour faire 5 apparences sans souffrir, c'est d'arrêter de penser ses offres en fonction de son compte en banque, en fonction de soi, et commencer à les penser en face de la valeur apportée. Et l'histoire de la baguette de pain et de la Bentley. Si je veux acheter du pain, je me pose pas 36 000 questions, je rentre dans une boulangerie, je donne l'argent, j'achète une baguette de pain, je ressors. Côté vendeur, il y a un client qui est rentré, il a soumis l'envie d'acheter, il a dit qu'il voulait acheter une baguette de pain, on lui a vendu une baguette de pain, il a sorti avec sa baguette de pain. Maintenant pour acheter une Bentley, moi côté acheteur, je vais réfléchir pendant 1 mois, 6 mois, 1 an. Je vais rentrer, je vais discuter, je vais réfléchir et peut-être que je vais finir par acheter une Bentley. Côté vendeur, il y a un client qui est rentré dans la boutique, il a dit qu'il voulait acheter une Bentley, il a acheté une Bentley. Bien sûr que c'est pas les mêmes cycles de vente, bien sûr que c'est pas le même prix, mais foncièrement, ça change surtout des choses côté acheteur, pas côté vendeur. Donc,
quand je vends de l'accompagnement. Je ne décide pas de mon prix ou je me fais pas un trou dans le cerveau à cause du prix en fonction de l'argent sur mon compte. Parce que mon offre se place dans un contexte de valeur apportée à la personne en face de moi. Et c'est elle, la personne en face, qui décide si c'est cher ou pas. Je raconte souvent que high ticket ne veut rien dire parce que ça dépend du contexte. Et je dis, imaginons un pétromonarque des Émirats arabes qui pèse 100 milliards. Il a un problème qui lui coûte 100 millions. Je peux le résoudre en 1 minute. Je lui facture 1 million. Si je regarde par rapport à moi, 1 million en 1 minute, crise de panique intérieure. Hein. Je vaux pas ça, légitimité, tout ça, tout ça. Si je regarde par rapport à lui, en 1 minute, on lui a réglé son problème, il a économisé 99 millions. Et il vaut 100 milliards. Il en a rien à foutre. Et tiens, je le jette ton million. Donc si je regarde le prix et l'offre en fonction de moi, je fais une attaque de panique et j'arrive plus à vendre. Si je regarde le prix et l'offre en fonction du problème que je résous et du coût de nos résolutions, il n'y a plus de problème. La plupart des gens regardent le prix d'une offre en fonction de leur compte en banque et donc ils bégayent. Alors que en fait, si tu regardes le prix de ton offre par rapport à la valeur produite dans un contexte au coût de nos résolutions, c'est plus du tout un problème. Si moi, petit Jérémy, j'imagine le prix d'une centrale nucléaire par rapport à mon compte en banque, c'est sûr que je risque pas de conclure le deal. En fait, mon compte en banque ne rentre pas dans la négociation. On n'en a rien à secouer de combien j'ai sur mon compte pour conclure ce deal. Il y a deux entreprises qui décident de dealer ensemble sur la valeur de quelque chose. Le coaching et l'accompagnement, c'est la même chose. Comment, du coup, ce coût de non-résolution, comment on va réussir à le quantifier? La démarche pour réfléchir au coût de non-résolution, c'est de se dire qu'est-ce que je résous pour la personne avec ce que je propose? Qu'est-ce qui se passe si la personne ne résout pas ce truc-là pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et n'importe quel problème, aussi anodin soit-il, rapporté à 20 ans de non-résolution, en général devient un très 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 gros problème. Et si c'est pas le cas, c'est que vous êtes sur un business vitamine et pas un business antidouleur, et que vous vendez du « Ah, ce serait bien, à l'occasion, pourquoi pas, on verra, oulala, c'est plus que 97 €, ça m'intéresse pas », au lieu de vendre la réponse à une vraie problématique. Une vraie problématique n'est pas forcément de douleur, ça peut être soit une douleur très très forte, soit un désir très très fort. Si c'est entre les deux, c'est nul. Donc là, admettons que moi j'ai mon offre, que je la vende indexée sur la valeur du problème que je résous et non pas sur mon compte en banque. Je veux faire 100 cas par an sans souffrir. Comment sur la route, je disperse pas, comment je me repose aussi, je prends soin de moi. C'est quoi un peu là-dessus les bonnes hygiènes? Ne pas oublier qu'on n'est pas une machine, qu'on est un être humain, et que si l'être humain qui est central dans l'entreprise, il fonctionne plus, l'entreprise ne gagne plus d'argent. Donc il faut protéger les ressources de l'entreprise, donc l'être humain. Il y a plein de façons de faire différentes en fonction de qui je suis, en fonction de mes problématiques, en fonction de mon âge. Ça peut être de passer du temps en nature, ça peut être de faire du sport, ça peut être de manger équilibré, ça peut être d'aller faire la fête avec des amis, ça peut être 1 milliard de trucs différents. Faut choisir qu'est-ce qui me fait du bien. Moi je sais que je tiens un très grand plaisir à juste en fin de journée aller me balader avec ma femme et mon fils et mon chien. Parce que le sport, j'en fais pour me défouler, pas pour me vider la tête en fin de journée, je le fais plutôt le matin. La nature, j'aime bien aussi, mais j'ai pas tout le temps. Et si je fais la fête avec des amis, je suis à plat ventre par terre sur le tapis pendant 6 jours parce que mon foie a 87 ans, visiblement. Donc je peux plus faire ça. Mais je vais trouver à me canaliser dans des plaisirs plus simples. Et après, moi, je suis dans une situation où j'aime tellement mon métier que c'est un peu obsessionnel. Mais globalement, ne pas oublier qu'on est l'actif principal de l'entreprise et que l'entreprise doit protéger ses ressources. Donc même si je suis micro-entreprise solopreneur, ma micro-entreprise doit protéger ses ressources. Et donc faire attention à ce que la personne qui délivre la valeur puisse se ressourcer, puisse souffler, puisse kiffer. Et est-ce que tu penses que ce qui fait perdre parfois, c'est d'être trop pressé, d'avoir les résultats? On veut aller trop vite parce qu'on ne comprend pas la notion d'exponentielle. Il faut forcément que j'aille très vite et que je fasse les 100 000 en 1 an, parce que ça veut dire qu'il va me falloir 2 ans pour faire 200 000, et 3 ans pour faire 300 000, et oulala, j'ai déjà 35 ans, comment je vais faire? Sauf que 0 à 10 prend le même temps que 10 à 100, que 100 à 1 million, et que 1 million à 10 millions. Je caricature un peu, c'est pas tout à fait ça, mais en gros. 0 à 10, t'as gagné 10 000, 10 à 100, 90 000, 100 à 1 million, t'as gagné 900 000. Donc en fait, ça va aller de plus en plus vite. C'est une exponentielle. Mais le cerveau humain comprend pas l'exponentielle. Ça le bug. Sauf que l'exponentiel et le scaling ne marchent que si tu as des bases solides, sinon tu vas tout péter quand tu vas accélérer. Tu peux pas rouler à 350 avec des roues de tricycle. Tu vas arriver à 110, elles vont se décrocher. Donc tu passes 1 an et demi à conduire une voiture qui peut encaisser les 350 km/h. Comme ça, quand tu accélères, elle se pète pas la gueule. Qu'est-ce qui me permet de passer en mode exponentiel? Comment je délivre Il va falloir changer la structure de livraison de son offre.
donc créer une structure de livraison qui peut être délivrée à plus de personnes. Nous, c'est ce qu'on fait dans le mastermind avec nos clients. Si on leur montre, vous faisiez du one-one, du coaching one-one, ou du petit groupe à la rigueur. Ok, comment on fait pour que vous puissiez délivrer votre offre à 200 personnes, pas 200 au début bien entendu, hein, mais au début ça sera plutôt 5-10, sans qu'il y ait de perte de valeur pour eux et sans que ça vous prenne 27 fois plus de temps. Donc on va décomposer l'offre, on va peut-être rajouter des équipes, on va rajouter des automatisations, des vidéos, des exercices, une communauté, on va faire ce qu'on appelle une offre hybride qui permet en fait de scaler un système de livraison avec ce qu'on appelle un système de livraison evergreen, donc je peux avoir de nouveaux clients toute l'année et si j'en ai plus, ça ne me demande pas nécessairement plus de travail. Alors en vérité un peu, on fait du coaching, on fait de l'humain. Mais si j'ai 10 clients en plus, il ne me faut pas 10 heures de travail en plus, il me faut peut-être 1 ou 2. Et en fait, en créant ce système-là, on va pouvoir scaler son système de livraison. Ensuite, il faudra scaler son système d'acquisition, son système de conversion, son système de vente, son système d'opération de l'entreprise. Il y a plein de choses qu'il va falloir bouger. Mais globalement, en anticipant un petit peu ces problèmes-là et en structurant en amont, on va pouvoir encaisser l'accélération sans que tout pète. Il y a un framework qui est attribué à Sam Ovens, je sais pas si ça vient de lui à l'origine ou pas, hein, mais on s'en fout, qui est le framework Scale, Mess, Depth. Scale, tu fais de la croissance, Mess, qui crée du bordel, Depth, tu dois payer ta dette, une dette de structure, de structuration interne, pour pouvoir repartir en croissance. Et souvent, quand on a fait de la croissance, on a une phase ensuite de restructuration pour absorber et encaisser cette nouvelle croissance. Et tant qu'on l'a pas fait, on peut pas repartir en croissance. Si on l'avait très mal anticipé, la phase de bordel va tout péter dans l'entreprise et va nous faire retourner 6 mois en arrière. Si on l'avait bien anticipé, c'est juste qu'on va avoir une phase de stagnation de 1, 3 mois, 6 mois, ça dépend des gens, ça dépend d'où t'en es. Il va falloir restructurer des choses, s'améliorer pour progresser, pour aller au niveau d'après. Toi, ça a ressemblé à quoi? C'est quoi le premier moment où tu as observé ça? Le premier moment, c'était il y a quelques années maintenant, on faisait entre 50 et 60 000 par mois. Et pour tout un tas de raisons qu'on avait mal anticipées, on fait un pic à plus de 100 000. Le mois d'après, on fait encore 80. Le mois d'après, on fait encore 75, alors qu'on était à 50 avant. Et donc on fait 3 mois de belle croissance comme ça. Sauf qu'en fait, on avait mal anticipé l'augmentation de volume de clients et tout ce que ça allait donner en dette de structure interne, de livraison, de gestion administrative, de gestion comptable, etc. Et ça a foutu énormément dans le de bordel à l'intérieur de la boîte. On s'est battu très fort pour que les clients le ressentent le moins possible, même s'ils l'ont quand même ressenti un peu, je pense, à cette époque-là. Et ça nous a ramené à 50-60 et on y est resté bloqué pendant quasiment 6 mois, le temps qu'on comprenne, qu'on restructure et qu'on puisse repasser à l'accélération et que la fois d'après, quand on passe les 100 000, on les stabilise, etc. Aujourd'hui, on absorbe mieux cette dette qu'avant parce que les turbulences, en fait, on les anticipe, donc elles nous pètent quand même à la gueule, on peut pas toutes les anticiper et il y en a certaines qu'on peut même pas éviter, mais vu qu'on sait qu'elles vont arriver, on est prêt. C'est comme si tu étais face à la mer, tu sais qu'il y a une grosse vague qui va t'arriver dans la gueule. Bon, tu peux rien faire pour l'esquiver, mais je sais pas, t'as ta planche de surf en main, t'as mis tes brassards, il y a les sauveteurs qui te surveillent, t'as ton gilet de sauvetage qui est prêt à être gonflé. Ça t'empêchera pas que tu vas la prendre dans la gueule et qu'elle va te secouer la vague, mais c'est un peu mieux que si t'étais en train de patauger dans l'eau et que tu te doutais de rien. Et en fait, plus tu manges de vagues, de bordel comme ça dans l'histoire de ton entreprise en grandissant, plus tu apprends à les encaisser. Ce qui a fait que vous étiez resté bloqué 6 mois à 50, c'est quoi? C'était que mentalement tu te disais j'ai pas envie de revivre ça? Ouais, c'était 100% dans la tête. C'est qu'en fait, la dette de structuration avait été tellement violente pour nous qu'on se freinait volontairement de réaccélérer parce qu'on voulait pas revivre ça tant qu'on n'avait pas amélioré le problème, quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous vous êtes dit ok c'est bon, on réenvoie? Factuellement, le quotidien de l'entreprise est devenu beaucoup plus facile. On voyait qu'on pouvait absorber plus de volume en fait. Vous aviez mieux structuré les choses? Ouais. Et d'ailleurs, au moment où on enregistre cette vidéo, on vient de passer les 200 000 € par mois maintenant. On commence à le stabiliser. Et la première fois qu'on l'a fait, je me souviens, j'ai eu la discussion dans un mastermind. Et je dis aux personnes, on vient de faire un pic à 200 000. Si on arrive à la stabiliser, j'ai normalement tout qui va commencer à déconner partout dans la boîte. Et je l'ai dit en rigolant. Et on l'a stabilisé. Et effectivement, plein de trucs ont commencé à déconner. Mais vu qu'on savait que ça allait arriver, c'était moins violent. Et on l'a plus vite réparé, etc. Et on a pu consolider cette croissance sans que tout parte en cacahuète en 2 secondes, quoi. Tu auras un exemple de truc qui a déconné, qu'on voit, qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit? On a eu besoin de changer le type de coaching qu'on amenait à nos clients parce que quand il y a eu plus de monde, ils avaient besoin de choses différentes. On a dû restructurer de ce côté-là. On avait aussi le mastermind qui avait besoin d'être beaucoup plus structuré pour mieux répondre aux différents niveaux qu'il y avait à l'intérieur. Des choses comme ça, en fait. Si tu as 10 clients, tu peux tout bidouiller à la main avec un peu d'huile de coude et un peu de jus de cerveau. Si tu en as 200 et que tu n'as pas un process clair de comment les choses doivent se passer, c'est l'enfer. C'est comme si tu gérais 2 gamins sympas et que du jour au lendemain,
T'es dans une cour de récré, il y en a 80, ils ont mangé du sucre avant, et t'as aucune activité pour les stimuler et pour les structurer. Et que tu es au milieu, ils sont en train de hurler, de courir partout autour de toi. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe en hypercroissance, si ton nombre de clients augmente trop vite et que tu n'as rien anticipé. Alors que, en fait, si tu avais eu, je sais pas, 8 professeurs, 4 surveillants et des activités délimitées, en fait, ça se passerait très bien avec ces enfants. Et en fait, les clients qui arrivent, ils ont des attentes. Ils ont des émotions, ils sont beaucoup, donc il peut y avoir un effet de groupe en fait, et ils ont des comportements comme des enfants de soit on leur balise le parcours, on leur dit ok t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, si t'as un problème tu peux parler à lui, tu peux parler à elle, tu peux parler à elle, tu peux aller à cette session avec tous les autres, tu peux aller à celle-là, etc. Et dans ce cas-là ça se passe très bien et tout le monde est content, ou alors c'est le bordel, ils savent pas où aller, ils savent pas quoi demander, ils savent pas par quoi commencer, et donc forcément au bout d'un moment ils gueulent. En résumé, c'est quoi là les grands points pour passer les 100 cas par an sans souffrir? Pour passer les 100 cas par an sans souffrir, faire simple, arrêter de vouloir faire des trucs hyper compliqués, c'est fatigant, prendre soin de soi, prendre le temps de travailler sur soi, sa posture, son mindset, ses croyances, son entourage, etc. Anticiper les dettes de structuration qui vont avec la croissance, ne pas vouloir aller trop vite et se rappeler que l'exponentiel fait que ça ira de plus en plus vite, et surtout apprécier le chemin, je crois. C'est ça le plus important. Parce que sur le moment, t'es en train de râler de tout ce qui te pète à la gueule. Et puis ensuite, quand c'est fini, tu te dis ah, c'était sympa quand même, parce que t'es à la phase d'après où il y a toujours plus de trucs qui te pètent à la gueule. Et après, et c'est le rôle d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est un pompier. Il est là pour éteindre des incendies toute la journée. Il est pour les prioriser, pour savoir qu'est-ce qui est un petit départ de feu, ou qu'est-ce qui est un truc qui va cramer tout l'immeuble dans 5 minutes. Et pour se dire que son job, c'est d'éteindre des feux pour que tout le monde puisse vivre dans des bonnes conditions, aussi bien les clients que le reste de l'équipe, et qu'il est payé pour ça. Si t'arrives à avoir cette mentalité, tu passes un meilleur moment, je pense. Justement, si vous demandez quelles sont les étapes à suivre, les étapes pour suivre le bon chemin et aller faire 10 cas par mois en partant de zéro avec le coaching ou l'accompagnement, il y a une vidéo qu'on a tournée que vous pouvez aller regarder là quelque part au-dessus, en dessous, à côté. Je vous recommande de commencer par ça et nous on se voit de l'autre côté. A plus.